S'il vous plaît, on va commencer. Donc, bienvenue à cette conférence. Donc, cette conférence va se dérouler de la manière suivante. Monsieur Vaillel va commencer par vous présenter les différents types de vins bio. Ensuite, vous dégusterez un vin naturel, suivi d'un vin bio et de plusieurs vins biodynamiques. Maintenant, je vais laisser la parole à Yves. Bien, bonjour, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Yvon Mainviel. Avec ma compagne Olympe ici présente, nous avons un petit domaine qui s'appelle La Garette, Château La Garette, dans ce qui s'appelait avant les premières côtes de Bordeaux et qui aujourd'hui s'appelle Côte de Bordeaux, puisque les marketeurs, disons, intelligents et ambitieux ont rapproché des terroirs qui n'ont rien à voir. J'ai rien contre mes amis des Côtes de France, pas plus que les Côtes de Castillon, mais ce ne sont pas les mêmes terroirs. Nous sommes issus de familles de vignerons, Olympe et moi, mais on appartient à la génération à qui on a dit « vous ne vivrez pas de la vigne ». Pas possible. Olympe, de l'autre côté, est devenue productrice de films, travaillait pour la télé, différentes choses. Et moi, j'étais à la fois anthropologue, sociologue, prof d'université, consultant, éditeur. Et puis un jour, il y a 20 ans, une partie de ce que mon père avait vendu est revenue sur le marché. Et ce que je voyais, moi, c'était la maison. C'est un petit château du XVe siècle, et j'avais envie de le récupérer. Il y avait des vignes autour. Il y avait des vignes, il y avait des vignes, oui. Et puis une fois qu'on est rentré dans le processus, dans les vignes, j'ai revu les grands-parents, enfin des choses, là c'est le côté affectif. Mais j'ai surtout, là c'est le sociologue qui parle, je ne comprenais rien à la manière de travailler des gens. Je disais, mais pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu poses ce geste? Pourquoi tu utilises tel matériel? Mais tout le monde le fait. Alors je le fais. Ah ben oui, c'est ça la réponse. Et je me souvenais des manières de travailler du grand-père, je me souvenais des manières de travailler et de respecter le pied de vigne, etc. Donc partant de ça, ça a été la réaction, c'est normal, culturellement parlant, de l'ethnologue ou de l'anthropologue qui arrive dans un village. Et la première question qu'il pose, c'est « il est où le vieux qui sait tout ?» Et bien là, on a fait la même chose. Est-ce qu'on peut trouver un vieux vigneron qui est passé à travers les soi-disant couches de la modernité? Bon, Olympe l'a trouvé, il y avait un petit domaine du côté de Saint-Macaire, sa vigne était un jardin, et il faut le dire avec l'accent, en le citant, il disait « oh, je comprends rien », ils disent que je suis bio, moi j'ai toujours travaillé comme ça, mais comme ils sont gentils, j'ai adhéré au syndicat. Bon, et donc il était bio, le brave homme. La question qui est venue juste après, c'était mais qui sont aujourd'hui les vignerons qui travaillent comme travaillaient ceux qui sont les plus proches des travaux que faisaient nos grands-parents, la manière de travailler. C'était les pratiques de la biodynamie, c'est ce qui nous a semblé, comme dans le même temps on a rencontré, parce que c'était l'avantage, l'habitude de voyager, d'interpeller, de causer, d'écrire, on a rencontré Nicolas Joly, qui est personnage dans la biodynamie, vous en avez peut-être entendu parler, la coulée de Séran, en Pays de Loire. Et puis à partir de là, on est rentré dans le groupe qu'il a créé, qui s'appelle Renaissance des appellations, qui est aujourd'hui un groupe qui rassemble à peu près 200 vignerons français, européens. Il y a même quelques Australiens, il y a, je pense, quelques Chiliens, mais c'est principalement des Européens. Ce sont tous des vignerons qui sont très proches du vivant du sol, très proche de la plante et aussi très proche de celui qui va goûter, qui va apprécier. Alors pour faire comprendre un petit peu ces pratiques-là, nous avons fait un long métrage, c'est avec tous les savoirs d'Olympe, qui s'appelle L'Esprit du vin, réveil des terroirs. Vous avez peut-être vu, parce qu'il est passé plusieurs fois à l'Utopia, et puis dans les environs, il est passé un petit peu partout, en France et à l'étranger, dans les zones viticoles. Et il explique les manières de faire, présente les manières de faire des vignerons en biodynamie. Manière de faire dont je vais vous parler, en positionnant la biodynamie par rapport à la bio,
et par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les vins nature. Autant que je puisse le faire, parce que les catégorisations, et vous le savez, les catégorisations sont des faux jetons et des faux amis, c'est-à-dire que dans le réel, c'est jamais tout à fait ça. Hein, ça ne se passe jamais tout à fait comme ça. Alors, pour faire court et aller tout de suite à l'essentiel, ce qui caractérise ces vins, c'est le respect de 3 principes qui sont assez simples. C'est le respect du sol, de la plante, du vivant du sol, du vivant de la plante, j'y reviendrai, mais c'est aussi le respect de l'humain qui travaille sur l'exploitation et le respect de cet autre humain qui va goûter notre vin. Alors ça c'est important parce que, je vais commencer par le dernier point rapidement, l'humain qui va déguster notre vin, bien sûr, même si ce vin est un conventionnel très travaillé par la chimie, on a rarement vu, sauf exception, quelqu'un tomber raide mort parce qu'il a goûté un vin conventionnel. Non, ça n'existe pas. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que cela s'installe. Et quand on fait des analyses, comme nous le faisons régulièrement, des analyses exhaustives de nos vins, la présence des résidus de pesticides, la présence des sulfites, n'en parlons pas, mais la présence des résidus de pesticides est évidente. Tellement bien, note dans la marge, mais elle a son importance, que dans des pays clients, acheteurs, où nous avons des partenaires comme l'Amérique du Nord et plus particulièrement le Canada, le Québec, Montréal, l'analyse des résidus de pesticides a plus d'importance que l'AOC. Aujourd'hui, est-ce que votre vin est propre? Et si votre vin est propre, il m'intéresse. Ah oui, mais je suis un Pessac-Léognan, donc forcément, je suis universellement bon. Non. Ça, c'est un discours d'avant. Le discours d'aujourd'hui est d'une autre nature. Alors, quand on dit ça en France, perplexe, enfin, c'est pas sérieux, c'est pas vrai, la valeur de l'étiquette, le négoce et tout ça. Continuez, camarades. Les horizons qui se dessinent ne vont pas du tout dans ce sens-là. Absolument. Donc le respect de l'humain consommateur, c'est pas simplement un principe général comme ça, humaniste et bavard, c'est aussi une réalité sanitaire. La réalité sanitaire qui est d'autant plus renforcée aujourd'hui par les pouvoirs politiques, des choses que vous n'avez peut-être pas suivies, mais au niveau européen, par exemple, les calculs ont été faits. Si au niveau de la nourriture et au niveau des boissons, on ne fait pas un certain nombre d'efforts, le coût global des interventions disons, de santé pour soigner ceux qui vont souffrir de ces maux est considérable. Donc il faut se déplacer, et c'est pour ça, pour tous ceux qui sont un peu curieux, vous voyez à la télé plein d'émissions sur la malbouffe. On se dit, mais comment c'est passé? C'est bizarre. Comment se fait-il que les lobbyistes ont laissé passer ça? Tout simplement parce qu'il y a d'autres lobbyistes qui, pour des raisons politiques et pour des raisons de coûts sanitaires, des effets de cette nourriture et de ces boissons, interviennent. Mais ça fait partie des choses que l'on ne voit pas directement. Donc, respect de l'humain consommateur. Respect de l'humain qui travaille sur l'exploitation, sur le terroir. Vous avez entendu parler d'une commune pas loin qui s'appelle Prégnac. Ça vous dit quelque chose? Non. Il y en a d'autres. Dans le Médoc, il y a eu également quelques événements du même type où les épandages non maîtrisés ont produit des effets sur les écoles, sur les écoliers. Et effectivement, les gens ont commencé à s'émouvoir de cela. Ça, je dirais, c'est à la fois très gênant, très problématique, mais ce qui est encore plus gênant et plus problématique, c'est les effets produits sur ceux qui travaillent sur le sol. Et donc, les cancers de la prostate, la maladie de Parkinson, tout ça sont des choses réelles. Mais la MSA, vous savez ce que c'est la MSA? Oui, c'est la sécurité sociale des agriculteurs. Jusqu'à maintenant, ne reconnaît pas comme maladie professionnelle. Ça, moi qui ai vécu l'amiante à Jussieu, j'étais prof à Jussieu, j'étais prof à Jussieu, j'étais prof à Polytechnique sur différentes choses également. À Jussieu, je me rappelle quand je me suis installé comme prof, alors le président vous accueille, et il y avait le comité anti-amiante,
savez qu'il y a beaucoup d'amiante. Il dit, monsieur, c'est quoi ces gens? Oh, ce sont de vieux gauchistes. Des gens inintéressants. Bon, aujourd'hui, les présidents sont mis en examen, pris dans des procédures judiciaires, parce que effectivement, le dossier de l'amiante est un dossier absolument terrible. Il y aura la même chose dans l'univers viticole, sauf que on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Vous avez également des effets sur, disons, l'impuissance et la stérilité des gens qui travaillent dans la vigne, mais on est dans une société machiste, on ne parle pas de ça, on ne le dit pas. La maladie de Parkinson, d'accord, cancer de la prostate, oui. Voilà, bon, vous voyez, le tableau que je fais, c'est pas très sympa. Alors maintenant, venons au premier principe, c'est-à-dire le respect du vivant du sol, le respect de la plante et le respect, disons, du produit se transformant. Hein? Alors, pour un vigneron bio, comme pour un vigneron biodynamique, comme pour ceux qui sont dans la nature, la première des choses à respecter, c'est le vivant du sol. Le vivant du sol, c'est quoi? Le sol, c'est pas simplement une moquette. Ce sont des éléments, bien sûr, minéraux, mais ce sont aussi des populations, disons, vivantes, microbiennes ou autres, qui sont présentes et qui font un boulot très important. Ce ne sont pas des nuisibles. Elles font un travail de transformation, de transposition. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais par exemple, le lien entre le minéral et la racine du végétal, ce lien est travaillé, effectué par ces populations. Quand vous avez des pieds de vigne qui sont, comme les nôtres, à peu près à 15 mètres, et que vous arrivez à extraire ou à récupérer par en dessous, via les carrières, ces racines, vous voyez des sortes de, comme des toiles d'araignée, pour faire rapide, ce sont des rhizomes bâtis par ces populations-là et qui assurent le lien entre le minéral et la plante. Sauf que aujourd'hui, ça fait longtemps chez les conventionnels que tout ça a disparu. Alors comment on fait? Comment font-ils? Ben, ils compensent. Hein, vous savez, c'est comme quelqu'un qui abuse des médicaments. Vous en prenez un, puis vous en prenez un second, mais le second n'est pas tellement d'accord avec le premier, donc il faut un troisième qui va permettre d'équilibrer ce que le second et le premier ont comme rapport, et etc. etc. Bon. Là, vous avez donc des surinterventions chimiques sur les plantes et sur les vins. Bon, ça, bien sûr, nous le rejetons, et pour nous, ce premier principe, il est fait, donc, je me répète, du respect du sol, du respect de la plante. Un vieux vigneron, enfin, il n'est pas si vieux que ça, mais un vigneron biodynamique qui s'appelle Marc Angéli, vous verrez dans le film, si vous regardez le film, Templier de Loire, Marc, il dit, la question, mais Marc, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune vigneron qui veut aller vers la biodynamie? Bah, il dit, c'est simple, qu'il descende de son tracteur et qu'il aille vers les pieds de vigne et qu'il apprenne à les connaître. Parce que les pieds, ils ont des caractéristiques, ils ont des sensibilités, et il faut les suivre, il faut les accompagner et se nourrir des observations que l'on peut faire. Donc le respect de la plante est quelque chose de très important, et d'avoir, disons, des interventions qui ne la blessent pas, qui lui permettent de s'épanouir, qui lui permettent de donner toute sa force. Vient ensuite, je pourrais disons, dire beaucoup de choses là-dessus, mais je vais un peu plus loin, vient ensuite le moment où le fruit est là, et la vendange est faite, et la fermentation va démarrer. Nous, ceux qui sont là, ne travaillons qu'avec des levures indigènes, c'est-à-dire les levures qui sont portées par le raisin ou par l'environnement du raisin. Nous n'utilisons pas ce qu'on appelle les levures sèches extérieures. Or, vous avez, et ça dans le film Nicolas Joly l'explique très bien, vous avez une espèce de discours aujourd'hui massif sur le fait que si vous n'utilisez pas des levures sèches, alors
vous prenez des risques par rapport à votre fermentation et à vos vinifications. C'est l'inverse, c'est totalement faux. Et là, vous avez vraiment une coupure. Ceux qui utilisent les levures sèches, ceux qui utilisent les levures indigènes. Et nous n'avons aucun problème au niveau du démarrage des fermentations. Ensuite, dans l'élevage, l'élevage du vin et le travail que l'on fait, il n'y a bien sûr aucune intervention, il n'y a pas de filtrage, il y a de la décantation, aucun produit doit pénétrer dans les barriques autre que le produit qui est le résultat de la récolte. Le vin n'est pas filtré. Bon, enfin, voilà. Donc si vous voulez, j'ai été rapide sur le travail sur les sols, le travail sur la plante et le processus d'accompagnement du vin se construisant. Bon. Si je vais un petit peu plus loin, c'est des choses sur lesquelles on a fait, nous, des observations depuis, je dirais, quelques mois. Les vins à Bordeaux, quand ils sont dans des exploitations, accompagnés dans des exploitations qui ne sont pas industrialisées, ils se retrouvent dans des chais qui sont ventilés. Alors expliquons-nous là-dessus. On n'est pas en Bourgogne, on est dans le Bordelais. On n'est pas, ni même dans le sud, il n'y a pas des caveaux ou des caves. Ils sont en surface, ces chais. Et on s'aperçoit, et ça Olympe pourrait vous dire des tas de choses là-dessus, que plus les chais sont ventilés, donc il ne faut pas qu'ils soient hermétiques, il ne faudrait pas qu'ils soient cimentés, mais qu'il y ait un bon rapport avec le sol, avec la terre, hein, eh bien les vins n'évoluent pas de la même manière dans les chais. Alors là aussi sur la culture du chai, il y a des tas de savoirs qui ont été rejetés, abîmés, etc. La plupart des chais des anciennes propriétés sont tournés vers le nord. Parce que quand le vent du nord souffle, le vin se clarifie. Posez la question à un physicien, mais pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Okay. Il n'y a pas de réponse. Ceci étant, la réalité est là. Et les paysans, vous le savez, ça. Vous savez, tous ces savoirs-là étaient mobilisés, tous ces savoirs-là, ils les utilisaient. Aujourd'hui, vous avez tout un business sur la fragilité du vin. Et nous avons fait volontairement une expérience avec du 2009. Nous avons fait 3 choses. 2009, il y en a une partie qui est très grosse partie, qui est restée dans le chai, tranquille, chai ventilé. Il y a 2 barriques qui sont parties sur un voilier. Et là, on a répété une vieille histoire bordelaise. Ils sont partis jusqu'aux Antilles, le nord du Brésil, puis ensuite le sud des États-Unis, 9 mois à bord. Et puis dans le même temps, Olympe a eu l'idée suivante, il dit, on prend une barrique seule et on la met à l'entrée du cuvier, à l'extérieur. Elle va vivre les intempéries qui sont les nôtres. La pluie, le vent, le froid, le chaud. Bon. Et on a ouvert les barriques. Elles sont revenues de leur voyage outre-Atlantique en octobre. Et on vient juste de commencer à les mettre en bouteille. Et la chose étonnante, il y en a 2, c'est que le vin qui a voyagé sur le voilier, bon, c'est extraordinaire. C'est pas, comme on dit, un vieillissement rapide, pas du tout ça. Le mot qui me vient, c'est celui d'affinage. Tout est beaucoup plus fin, tout est beaucoup plus de grande qualité. Et puis, le vin qui a été mis, à l'extérieur et qui a subi les intempéries, il est extraordinaire. Et pourquoi? Tout ça pour une raison simple. La première, c'est que si un vin ne contient que ce que la nature lui a donné, non pas ce que les hommes ont ajouté, il est résistant. Hein. L'élément que je peux apporter, c'est qu'il y a tout un business sur la fragilité du vin. Alors vous connaissez le plus présent, le plus immédiat, mais enfin il faut que ton vin dans ton appartement soit à température constante. Donc je te propose une cave bien tempérée que tu vas mettre dans ton appartement et que je vais te facturer entre 3 000 ou 5 000 euros.
ça ne veut strictement rien dire, si ce n'est que c'est bon business. Alors moi je ne suis pas contre le bon business, à condition que les choses soient vraies. Là, ça n'est pas le cas. Vous avez un certain nombre de chais qui sont devenus des boîtes hermétiques, il n'y a plus de ventilation, le sol, calfeutré, etc., etc. Parce que, alors là je vais faire appel à une autre partie de moi-même, mais parce que nous vivons un moment de sécurisation. Il faut sécuriser tout. Il faut sécuriser, bien sûr, nos frontières, mais il faut aussi sécuriser nos emplois dans nos entreprises, il faut sécuriser nos alimentations, etc., etc. Et ça va jusque aux pratiques viticoles. C'est évident. Bon. Donc, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je peux continuer? Bon, je continue. Bon. Donc, cette expérience-là, dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire avec ce qu'on a appelé la cuvée atlantique, ça nous a amené aussi à travailler sur un concept un peu particulier qui est celui de la savouration. Alors, savouration, j'ai emprunté ça à un philosophe français qui s'appelle François Julien, qui est sans doute l'un des plus grands philosophes du moment, moins connu que Michel Onfray, mais enfin c'est d'une autre qualité. François Julien parle de la savouration à propos des paysages particuliers, et c'est un ancien élève de l'école normale supérieure, aristotélicien en passe, mais aussi sinologue, et il a rapproché les deux cultures. Et la savouration, c'est quelque chose qui matérialise le non matériel, c'est-à-dire que vous avez, pour parler court, vous avez dans le vin, si je transpose au vin, vous avez une forme de construction de tout ce dont on a parlé auparavant, c'est-à-dire le sol, la minéralité, le travail de la plante, l'interprétation, qui est à la fois un travail organique, mais aussi un travail marqué par une certaine forme de spiritualité, parce qu'il faut respecter le vivant et l'accompagner pour qu'il nous donne ça. Et savourer ces constructions. Alors, très concrètement, la savouration, pour nous, c'est à la fois une verticale et une horizontale. La verticale, tout le monde connaît. Et l'horizontale, c'est ce que nous avons fait avec le 2009 et la cuvée atlantique. C'est-à-dire que vous pouvez apprécier le même 2009 qui restait dans le chai, qui était devant le chai, qui a voyagé sur l'Atlantique. Voilà. Et la savouration, ça vous permet d'apprécier ce qu'on appelle les souches de goût. Alors, il y a tout un discours là-dessus qui est en train de se construire et qui est important. Pourquoi? Parce que la culture traditionnelle de la dégustation, c'est une culture de l'analyse. Donc, vous analysez et vous comparez. Là, c'est une culture de l'écart. On saisit les écarts pour comprendre la souche de goût. Alors, il y a un bourguignon que j'aime bien, qui est un vieux copain, qui s'appelle Jacques Irigaud, qui a travaillé sur une autre forme de dégustation qu'il appelle la dégustation géosensorielle. Il a remis au goût du jour les pratiques qui étaient celles des gourmets, disons bourguignons, c'était les gens qui classaient les vins en quelque sorte. Et il a mis l'accent sur le fait que c'est pas l'odorat qui est le premier, c'est le toucher en bouche, c'est-à-dire la saisie de la minéralité. Voilà. Parce que l'odorat, vous pouvez l'habiller. Vous pouvez lui donner toutes sortes, il y a à peu près, je crois, 350 produits œnologiques aujourd'hui que l'on peut utiliser pour avoir le goût que l'on cherche. Et les saveurs et les odeurs. Donc il y a tout un effort à ce niveau-là. Alors ce que j'ai essayé de vous dire et de vous montrer dans cette intervention, c'est que ces pratiques de vignerons en bio, en biodynamie, qui s'affirment, disons, comme des vins nature, ou s'affichent comme tels, mais bien souvent ils sont eux-mêmes en bio ou en biodynamie. Enfin, ces catégories dont je parlais tout à l'heure, ça se combine. Les trois principes dont j'ai parlé sont en général mis en œuvre et mobilisés dans les interventions. Respect des sols et de la plante, et du vin se construisant, ça c'est important. Respect des humains qui travaillent et respect des humains qui consomment. Alors après, bien entendu, il y a des tas de choses que je ne vous ai pas dites, que j'aurais pu vous dire. Ça va de soi qu'on n'utilise pas
des produits chimiques. Bon, merci, mais c'est pas la peine que je le dise, ça va de soi. Il y a aussi des pratiques particulières, par exemple chez les biodynamistes, on va en dire quelques mots, parce que c'est les préparations. Alors les préparations, la première fois que j'ai vu, moi je suis un vieux rationaliste qui était formé à ces écoles-là, mettre de la bouse de vache dans une corne, enterrer cette corne pendant le temps d'hiver, puis ensuite la déterrer. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vu de près, c'est quoi? Nicolas Joly le dit très bien, ça n'est ni plus ni moins que de la semence de vie. C'est-à-dire, en clair, pour le dire dans un langage ordinaire, c'est de la pourriture, c'est-à-dire des bestiaux, du vivant qui s'est développé et que l'on va redisperser dans le sol pour justement faire renaître le vivant du sol. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Ensuite, vous avez toutes les préparations que l'on fait avec des plantes. Ça, ce sont des savoirs populaires issus des siècles qui nous ont précédés. Bon, nous ne parlons pas de l'ortie parce que tout le monde le connaît les effets. Nous pouvons parler de l'osier, nous pouvons parler, chez certains de nos proches et de nos amis vignerons en biodynamie en Alsace, nous avons vu toutes sortes d'expérimentations avec ces préparations. Donc ces préparations-là, et il m'arrive quelquefois de dire dans des conférences, mon grand-père était biodynamiste, mais il ne le savait pas. Parce qu'il utilisait des préparations comme ça, pas toutes, mais il en utilisait certaines. Donc c'est aussi une réappropriation des savoirs d'avant. Mais les savoirs d'avant ne sont pas des savoirs non modernes. Ce que l'on appelle les savoirs modernes ou le progrès sont des savoirs liés au système technologique que l'on met en œuvre. Bon. Or, le système technologique appelle des savoirs pour être conduits, pour être entretenus, pour produire les effets attendus, mais ce ne sont pas des savoirs modernes, ce sont des savoirs technologiques. Bon. Ce qui compte quand on réfléchit sur les savoirs, c'est la pertinence des savoirs, c'est-à-dire le fait de produire des effets avec ce que l'on utilise. Et là, le débat est quelquefois un peu rude, mais il a son importance. Merci de m'avoir écouté. Merci.